Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce point lecture spécial graphique. Effectivement, au mois de janvier, j'ai lu pas mal de graphiques, surtout à la fin du mois, et du coup j'ai décidé de vous en regrouper dans cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture du roman graphique Les Indésirables par Kiku Hughes. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur les tomes 6 et 7, donc Lucien et Luigi de la série La Guerre des Lulu. Je vous donnerai également mon avis sur le tome 2 de la série Lulu et Nelson. Mon avis sur le premier tome des Voyages de Lotta. Et puis je vous parlerai également de ma lecture en version originale du premier tome de Heartstopper. Du coup, je vais démarrer avec Les Indésirables par Kiku Hughes, qui est un titre qui est sorti aux éditions Rue de Sèvres au mois de janvier, que j'ai reçu de leur part. C'est un titre qui me faisait vraiment super envie, puisqu'on parle ici d'un événement historique quand même assez peu connu, qui est le fait qu'au lendemain de Pearl Harbor, lorsque les Japonais ont attaqué les États-Unis, et bien à ce moment-là, il y avait déjà pas mal de personnes, d'émigrés japonais qui étaient sur place. En général, c'était des gens qui étaient arrivés aux États-Unis, c'était des personnes qui étaient déjà adultes et qui avaient déjà des enfants. Et en fait, toutes ces personnes vont être considérées par le gouvernement américain comme étant des potentiels espions, des potentiels traîtres aux États-Unis, et ils vont être envoyés dans des sortes de camps de détention. Je sais pas vraiment comment, je sais plus exactement comment est-ce qu'ils appellent ça, c'est pas très bien détaillé puisqu'en fait on nous parle de camps mais c'est pas très bien détaillé étant donné notamment que les États-Unis n'ont pas reconnu en fait cet internement massif. En sachant donc que ça se passait quand même très peu de temps après l'extermination, etc. Enfin, c'était quand même dans une période dans laquelle ériger des camps et enfermer des personnes dedans, voilà, c'est non. Et en l'occurrence, donc c'était pas des camps d'extermination ni des camps de travail, mais vraiment genre des camps de détention dans lesquels on regroupait toute la population japonaise qui avait des conditions de vie qui étaient pas terrible, et puis dans laquelle ils ne pouvaient pas spécialement travailler, ou très peu de personnes pouvaient travailler à l'extérieur du camp, et voilà, en fait juste ils attendaient dedans, ils passaient leur vie dedans. Donc voilà, c'est de ça dont ça parle ici, et en fait nous on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kiku, qui a 16 ans et qui va en fait se retrouver régulièrement à faire des rêves, donc elle vit à notre époque actuelle. Et elle va se retrouver régulièrement à faire des rêves, et en fait ces rêves vont l'emmener justement dans cette époque-là, et elle va retrouver à cette époque-là sa grand-mère qui était une jeune femme avec laquelle du coup elle va pas réussir à échanger, mais elle va voir en fait quand même son parcours de vie, et elle va se retrouver du coup également enfermée dans ces camps, etc. Et donc tout ça par épisode de rêve. Et elle va en parler du coup également avec sa mère, et ça va être l'occasion de parler finalement de cette transmission, de cet héritage qui est le leur, qui est celui d'être les descendants de personnes qui se sont retrouvées effectivement emprisonnées. C'était vraiment hyper intéressant. C'est un récit autobiographique dans le sens où Kiku Hughes nous parle vraiment de sa famille et qu'elle parle d'elle-même aussi dans le récit. Après forcément voilà, il y a ce côté un petit peu voyage dans le temps qui a attrait à du fantastique, mais sinon pour le reste c'est vraiment oui l'histoire de sa grand-mère, etc. À la fin on a des photos de sa famille, des recherches qu'elle a pu faire, etc. Et tout ça c'est vraiment réel, c'est vraiment inspiré de l'histoire de sa famille et l'histoire également de familles de très nombreux autres nippo-américains. Donc voilà, c'était un titre vraiment très intéressant. En plus de ça, j'ai beaucoup aimé les dessins et les couleurs. C'est des dessins qui sont assez simples. Voilà. Et du coup oui, j'ai trouvé que c'était un titre vraiment très intéressant, aussi bien par son histoire, par ses dessins, et puis quand même par le devoir de mémoire et de la transmission de l'héritage, etc. Qui peut exister. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, c'est un titre que je vous recommande vraiment grandement, parce que je trouve que c'est une période historique dont on parle assez peu. Et du coup donc je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite, je me suis lancée du coup dans les deux derniers tomes sortis de La Guerre des Lulu, donc par Régis Autière et Hardock, qui sortent donc aux éditions Casterman, donc le tome 6 Lucien et le tome 7 Luigi. En fait, La Guerre de Lulu, c'est une série que j'ai commencé à lire il y a un petit moment maintenant.
Au départ il y a 5 premiers tomes, donc 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918. Et dans ces 5 premiers tomes, en fait, on suit l'histoire de 4 jeunes garçons qui ont grandi dans le même orphelinat pension et qui en fait passaient beaucoup de temps ensemble. Ils se surnomment le groupe des Lulu parce qu'ils ont tous un prénom qui commence par Lu. Et ils vont, en fait, le jour de l'évacuation de leur bâtiment, puisqu'ils sont assez proches de la frontière allemande, eux ils étaient dans la forêt et finalement quand ils vont revenir, tout le monde a été évacué, ils sont tout seuls et ils se retrouvent livrés à eux-mêmes pendant du coup toute la Première Guerre mondiale, en sachant du coup que c'est des grands adolescents, enfin ils n'ont pas tous le même âge, mais en gros c'est des adolescents ou grands adolescents. Et à la fin, du coup moi je pensais que la série se terminerait en 1918 avec la fin de la guerre, avec le tome 5, mais ce n'est pas le cas, et du coup ensuite il y a la suite qui sort maintenant, dans laquelle en fait chaque tome est consacré à un des personnages et à ce qui lui est arrivé après la guerre. Il y avait également 2 tomes qui sont sortis qui étaient un peu un hors-série sur Luigi qui s'appelle Perspective Luigi mais qui se passe en 1916, puisqu'à un moment je crois que Luigi à ce moment-là est séparé du reste du groupe, et donc du coup dans ces 2 tomes on va suivre ce qui lui arrive à ce moment-là. Du coup donc pour ce qui est des nouveaux tomes, donc là ici on a tout d'abord donc Lucien, il est sorti celui-ci fin 2019 je crois, et puis Luigi lui il est sorti en janvier, donc le mois dernier. Pour ce qui est de Lucien du coup, en fait Lucien à la fin du tome 5, comme on peut s'en douter hein, vu la couverture, va être blessé, il va je crois marcher sur une mine ou quelque chose comme ça, et donc du coup il se retrouve amputé, il est hospitalisé, et donc dans ce tome-ci on le suit alors qu'il est à l'hôpital et qu'il va se remémorer un petit peu ses souvenirs de Valencourt, donc de l'orphelinat dans lequel ils étaient, de comment est-ce que le groupe s'est constitué, revenir sur leurs souvenirs d'enfance, etc. en parlant avec une infirmière. Et du coup il revient aussi bien sur les bons et sur les moins bons souvenirs. À ce moment-là du coup la guerre est finie, c'est vraiment le lendemain de la guerre qu'on suit à ce moment-là. C'est un tome que j'ai plutôt bien apprécié. Et puis ensuite donc on a le tome Luigi qui est un tome que j'ai vraiment bien apprécié. Donc Lucien je crois que j'ai mis la note de 16 sur 20 et j'ai mis 17 à Luigi. Dans Luigi du coup en fait Lucien et Luigi sont de nouveau réunis. Ils se sont retrouvés dans le tome précédent. Et du coup ils décident, ils veulent retrouver les 2 autres garçons de leur groupe qui sont en plus de ça les 2 garçons les plus jeunes, et ils décident en fait de retourner du coup à Valencourt, puisqu'ils espèrent, ils se disent que peut-être eux aussi soit ils sont retournés donc dans leur orphelinat, soit ont envoyé de leurs nouvelles. Donc voilà, du coup ils décident ensemble de retourner à Valencourt et on va suivre un petit peu toute leur histoire, ce qui va leur arriver. Là pour le coup on est vraiment au lendemain de la guerre, on retourne dans un village qui a été très touché, puisque pour Lucien c'est un hôpital qui était proche du front, donc voilà c'est encore dans un contexte très guerre et soldats, etc. Là ici on est vraiment sur le plan des civils, du retour à la vie normale. Et on va voir du coup comment ça a impacté Valencourt, tout ce qui s'est passé, et puis ils vont également faire la rencontre d'un nouveau personnage, et ça va pas forcément être très bien vu. Donc voilà, ce tome-ci m'a vraiment beaucoup plu. Le tome sur Lucien était plutôt sympa, mais avec ce tome-ci je trouve que je comprends mieux pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de continuer la série après la guerre, puisqu'apparemment ils avaient des choses vraiment très chouettes à nouveau à raconter. Par contre c'est une série qui a un rythme de publication quand même assez lent, donc va falloir attendre pas mal de temps maintenant je pense pour le prochain tome. Ils sortent à peu près tous les 1 an et demi on va dire. Et le prochain tome sera normalement sur Luce, qui est la jeune fille qu'ils rencontrent également et qui va finalement un peu intégrer leur bande pendant la guerre. Et du coup je suis assez curieuse de voir ça, même si du coup on ne sait pas du tout pour l'instant ce qui est arrivé aux 2 plus jeunes, et j'ai très envie de savoir mais ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, ensuite j'ai également découvert du coup, le tome 2 de Lulu et Nelson qui s'appelle Le Royaume des Lions, qui est sorti aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose, et donc c'est toujours par Gérard Aumont et Aurélie Néret. C'est une série dont j'avais découvert le premier tome à sa sortie. Ils sortent à chaque fois un tome en fin d'année, au mois de décembre normalement pour le salon du livre de Montreuil. C'était déjà en fait le rythme de publication de la précédente série d'Aurélie Néret, donc Les Carnets de Cerises. Et du coup voilà, cette série là s'inscrit un petit peu dans la lignée, en tout cas pour l'œuvre d'Aurélie Néret, avec donc un tome qui sort à chaque fois au mois de décembre. Dans le premier tome on suivait l'histoire de Lucia, je crois elle s'appelle,
qui est une jeune fille qui grandit en Italie et dont la famille a un cirque et elle décide, en fait ils ont un cirque mais il y a eu un problème et du coup ils n'ont plus de lions et ils décident de partir, enfin elle décide un petit peu sur un coup de tête de partir en Afrique du Sud et va entraîner du coup son père en Afrique du Sud puisque là-bas il y a beaucoup de lions. Arrivée en Afrique du Sud, on est sur la période de l'apartheid et elle va faire la rencontre de Nelson qui est du coup un jeune garçon noir. Et peu de temps après leur arrivée, le père de Lucia va être enfermé, va se retrouver emprisonné parce que justement il a voulu aider Nelson et c'est très mal vu, hein, on est comme je disais en pleine période d'apartheid. Donc voilà, du coup eux ils se retrouvent, enfin les deux enfants sont un petit peu tout seuls et donc commencent etc. Ils commencent là en plus vraiment à rencontrer les lions, etc. Ça commence un petit peu à aborder quand même le fait que peut-être c'est pas génial de prendre des lions, de les amener en Europe et de leur faire des tours de cirque, que peut-être il y a des relations plus jolies et plus saines à construire avec des animaux, même des animaux sauvages. Donc voilà, petit à petit ça commence un petit peu doucement à arriver dans la tête de Lucia, j'espère que ça va être un petit peu plus développé par la suite. On a également ici, commence à entendre parler de Nelson Mandela, de son combat, etc. Donc vraiment je trouve qu'il y a une trame historique hyper intéressante. Les couleurs et les dessins sont absolument superbes à l'image de cette très très jolie couverture. Tout le contexte vraiment d'Afrique du Sud, des paysages, des lions, etc. Enfin vraiment voilà, tout ça c'est vraiment hyper réussi. Par contre en termes d'histoire, mon reproche est un petit peu le même que sur le premier tome, à savoir que c'est une histoire qui est assez lente à démarrer et le premier tome était déjà très introductif et se finissait juste avec, on avait l'impression qu'il y avait juste vraiment les balbutiements de l'histoire. Et ce tome 2 finalement est encore un peu un tome introductif dans lequel l'histoire n'a pas vraiment avancé. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus, mais voilà, en tout cas ça avance quand même assez lentement, on a encore des nouvelles pistes qui sont apportées, mais on sent que ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, c'est un petit peu le petit bémol pour moi, je trouve que l'histoire avance pas beaucoup à chaque fois. Et donc du coup j'ai mis la note de 15 sur 20 à ce récit, mais par contre c'est vrai que je suis très curieuse de voir pour la suite comment vont être abordés aussi bien le contexte historique et puis j'espère la relation avec les lions qui... Enfin j'espère que ça va un petit peu évoluer dans la tête de Louisa. Ensuite j'ai également découvert Les Voyages de Lotta, donc par Zimmer et Offridet. Qui est donc un premier tome qui s'appelle Les Renards de Feu, c'est sorti aux éditions Jungle et du coup comme pour les titres précédents, les 4 du coup bandes dessinées que j'ai lues en format numérique, je les ai lues sur la plateforme Isneo. Les Voyages de Lotta du coup c'est un titre que j'avais envie de lire parce que ça avait l'air quand même parfaitement en 2 saisons et effectivement voilà, c'est une petite planche pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc effectivement c'est un titre vraiment de saison dans lequel on va suivre l'histoire de 2 sœurs, Lotta et Solveig. Solveig c'est la blonde. Et donc Lotta, notre héroïne principale, Lotta a très envie de devenir chamane, elle fait son apprentissage auprès d'un homme, ça se passe en Laponie, et Lotta et Solveig vivent avec leur père qui est éleveur de rennes. Et du coup voilà, Lotta en fait a très envie de devenir chamane, elle a envie de devenir chamane en fait pour guérir Solveig, elle dit pour retrouver l'âme de Solveig, puisqu'en fait Solveig ne parle plus depuis un moment déjà, et voilà, du coup elle a envie de guérir sa sœur en retrouvant son âme au pays des esprits, et son père voit pas d'un très bon oeil tout ça. Donc voilà, on suit un petit peu son apprentissage, etc., les différents voyages qu'elle va faire au pays des esprits pour espérer retrouver sa sœur. C'est un titre dont les dessins et les couleurs sont vraiment super jolis. Après j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu classique, il y a certaines choses qui sont un peu grosses et ce qui m'a un peu embêtée c'est que finalement on nous montre bien que Lotta fait des erreurs dans ses voyages, mais elle n'a pas l'air spécialement d'apprendre de ses erreurs et pour autant ça n'a pas trop d'impact sur la fin de l'histoire. C'est un petit peu le petit bémol que j'aurais à faire, j'aurais bien aimé qu'on la voit un petit peu plus apprendre de ses erreurs. C'est présenté comme étant un premier tome, je trouve que ça aurait pu assez bien en fait se suffire à lui-même. Mais voilà, c'était une histoire plutôt mignonne, les dessins sont très jolis, après pour ce qui est de l'histoire, elle était un petit peu classique. Donc voilà, j'ai mis la note de 14 sur 20, ça a été une bonne lecture, mais c'est pas un titre qui va spécialement me marquer et je ne pense pas que je découvrirai la suite. D'autant plus, voilà, comme je disais, que l'histoire se termine plutôt bien, on voit bien qu'il pourrait y avoir d'autres choses, mais l'histoire principale est résolue à la fin de ce tome-ci.
Et du coup pour terminer, je vais donc vous parler d'une lecture en version originale, donc en anglais. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je lis quand même très très peu en anglais, parce que j'ai pas un niveau d'anglais que j'estime excellent. Alors après peut-être qu'en fait je pourrais lire un petit peu plus en anglais, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai un peu la flemme, honnêtement. Et donc, sauf que ce qui s'est passé, c'est que je regardais le replay, je crois, du Cocon de Too Faced Lizzie. Je crois que c'était dans le premier qui a parlé de comics. Et ça m'a redonné envie d'en lire, et ça m'a donné envie en fait de me replonger dans la série Heartstopper par Alice Oseman, dont j'ai lu le premier tome, donc je crois qu'il s'appelle Deux garçons, une rencontre en français. Je l'ai lu en fait quand il a été traduit en français, quand il est sorti en version papier, et en fait c'est une lecture que j'ai bien appréciée, mais que je n'ai pas poursuivie au-delà, parce que ça se termine sur un cliffhanger qui en plus de ça je trouve est pas vraiment nécessaire, et ça m'a un petit peu, ouais, enfin ça m'a un petit peu agacouillée, on va dire, légèrement agacée, que ça se termine comme ça. Et puis en fait surtout que le tome 2 est sorti que plusieurs mois plus tard, vu que je l'avais lu le premier tome à sa sortie. Et du coup bah entre temps, enfin en fait pour moi c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est à dire que les cliffhangers qui sont faits pour te donner envie de lire la suite, en fait et ben en général moi ça me donne pas envie d'acheter la suite après quand elle sort. Donc voilà, du coup c'est un petit peu ce qui s'était passé avec Heartstopper, même si j'avais beaucoup aimé ma lecture du premier tome, puisque du coup dans cette histoire on suit l'histoire de Nick et Charlie. Donc Charlie c'est le garçon brun, c'est un jeune garçon qui est gay, ça se sait dans le lycée, il a été très moqué pour ça l'année précédente, et en fait on va dire qu'il a un petit crush sur Nick, qui est un garçon de l'équipe de rugby, qui est plutôt plus sympa que les autres quand même, et ben, voilà, c'est pas il fait pas partie de ceux qui ont pu l'insulter auparavant. Nick lui est réputé comme étant hétérosexuel, il est déjà sorti avec des filles, etc. Enfin voilà, les gens on va dire ne se posent pas de questions par rapport à son orientation. Sauf que les deux vont commencer à se rapprocher, et ça va amener pas mal de questionnements aussi bien pour l'un que pour l'autre, puisque Charlie en fait a eu une mauvaise expérience avant ça, et il a peur que ce soit à nouveau quelqu'un qui veut un petit peu se jouer de lui, mais d'un autre côté il n'a pas l'impression que ce soit ça, et puis de son côté Nick se pose quand même un peu des questions, parce qu'il pensait jusque-là être hétérosexuel, et qu'il commence à ressentir une attirance pour Charlie. Donc voilà en gros pour ce qui est du premier tome, et donc ça finit effectivement par un rapprochement à la fin du premier tome, sans grande surprise, mais il y a un espèce de petit quiproquo à la fin du premier tome, et c'est ça qui m'avait un petit peu agacée. Sauf qu'en fait, au départ, Heartstopper c'est une série qui est publiée sur Tapas, qui est du coup disponible intégralement en anglais sur Tapas, vous pouvez aller la lire gratuitement. Du coup c'est ce que j'ai fait moi pour ma part cette fois-ci, et bon c'est un titre dans lequel il y a quand même très peu de texte, hein, pour vous montrer, voilà, une page ça ressemble à ça, donc il y a vraiment très peu de texte, et du coup, enfin moi je crois, pour l'instant du coup j'ai lu également le tome 2, j'ai dû traduire un mot que j'avais pas compris parce que c'était une insulte et que je ne m'y connais pas en insulte en anglais, mais voilà, et du coup donc en fait je me suis rendu compte que cette série en anglais sur Tapas, donc elle est publiée par épisode, et il y en a un qui sort tous les 10 jours à peu près, sauf qu'entre la fin de ce qui est devenu le premier tome et le début de ce qui est devenu le deuxième tome, il n'y avait que du coup 10 jours de publication entre les deux. Et du coup en fait si j'avais suivi le truc en anglais sur Tapas, ça m'aurait pas gêné, puisque du coup il n'y avait que 10 jours à attendre, alors que moi là j'avais 4 mois à attendre pour un truc qui se finissait sur un quiproquo, et c'est pour ça que je l'avais pas terminé. Du coup voilà, finalement le mode de publication sur Tapas me convient plutôt mieux, et comme en plus de ça les pages sont très aérées, ça se lit plutôt bien même sur un téléphone. Donc voilà, mais c'est vraiment une série que je trouve très mignonne. J'avais déjà mis quand même la note de 18/20 à ma lecture du premier tome, et je confirme cette note, même si pour l'instant du coup j'ai lu le deuxième tome et j'ai encore préféré le deuxième tome. Mais voilà, vraiment c'est une série que je vous recommande, et si vous lisez en anglais, bah franchement allez-y, que ce soit en version papier d'ailleurs ou en version numérique, n'hésitez pas à le découvrir, et même pour une première lecture en anglais, je trouve que ça passe vraiment bien, puisque ça se lit vraiment très facilement, il y a très peu de texte, et c'est un vocabulaire assez simple. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini pour ce point lecture spécial graphique, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains peut-être que vous avez déjà lus. Est-ce que vous lisez Heartstopper? Est-ce que vous le lisez en français ou en anglais? Et puis donc sur ce, pour ma part je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!